En Libye, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, sont attendus lundi à Moscou pour signer un accord de cessez-le-feu, a annoncé aux responsables libyens. Des milliers de Gambiens ont défilé dimanche près de Banjul en faveur du maintien au pouvoir pour 5 ans du président Adama Barrow, ceci malgré son engagement initial à ne servir que 3 ans. 3 enseignants ont été tués, un enlevé lundi dans l'est du Kenya par des présumés islamistes Shebab. Ils ont en outre détruit un pylône de télécommunications et mis en feu un poste de police. C'est là le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le chef du gouvernement libyen d'union nationale reconnu par la communauté internationale, Fayez El-Sarraj, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, sont attendus lundi à Moscou pour signer un accord de cessez-le-feu, a annoncé un haut responsable libyen. Dans un bref discours à la télévision, Sarraj a appelé les Libyens à tourner définitivement cette page de guerre. Reportage. Après plus de 9 mois de combats meurtriers aux portes de la capitale libyenne, Tripoli, la signature de cet accord doit devenir un pas supplémentaire dans la désescalade voulue par Moscou et Ankara sur fond de crainte d'une internationalisation accrue du conflit. Le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, Fayez El-Sarraj, a ainsi appelé lundi à la télévision les Libyens à tourner la page du passé, à rejeter la discorde et à resserrer les rangs pour se lancer vers la stabilité et la paix. Le chef du groupe de contact russe sur la Libye a indiqué que les deux rivaux devront déterminer à Moscou les modalités du règlement futur en Libye, y compris la possibilité de signer un accord sur le cessez-le-feu et ses détails. Le président français Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité que le cessez-le-feu entre les parties en Libye soit crédible, durable et véritable, a rapporté l'Élysée lundi dans un communiqué. L'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui tente depuis avril 2019 sans succès de s'emparer de Tripoli, sera accompagné de son allié Aguila Saleh, président du Parlement libyen basé dans l'Est. Son rival, Fayez El-Sarraj, du GNA, est pour sa part attendu aux côtés de Khaled Al-Meshri, le président du Conseil d'État. Des milliers de Gambiens ont défilé dimanche près de Banjul en faveur du maintien au pouvoir pour 5 ans du président Adama Barrow, ceci malgré son engagement initial à ne servir que 3 ans, a constaté un correspondant de l'agence France Presse sur place. Cette manifestation intervient moins de mois après que des milliers d'autres Gambiens sont descendus dans la rue pour réclamer que le président tienne son engagement de 2016 et quitte le pouvoir sans attendre. La charte fondatrice de la coalition 2016 stipulait que le nouveau président dirigerait un gouvernement provisoire pendant 3 ans avant d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne pourrait pas se présenter. Essayer de forcer le président Barrow à partir reviendrait à un coup d'État puisque les Gambiens l'ont élu pour 5 ans, a dit au correspondant de l'agence France Presse un de ses sympathisants. Ce rassemblement ouvre une séquence de manifestations dans les prochains jours dans un pays sorti il y a 3 ans de la dictature Jammeh. Les supporters de Yahya Jammeh, qui a dirigé pendant 22 ans un régime de féroce répression, comptent manifester le 16 pour son retour d'exil. Les partisans d'un départ d'Adama Barrow entendent faire de même quelques jours après. Fin septembre, alors que la pression s'intensifiait pour que Barrow respecte cet engagement, une partie de la coalition a accepté qu'il aille au bout des 5 ans. Samedi, l'ancien autocrate Jammeh s'est fait entendre dans son pays à travers l'enregistrement d'une conversation où il réclame le respect de ce qu'il considère comme ses droits, notamment celui de rentrer. 3 enseignants ont été tués et un enlevé lundi dans l'est du Kenya par de présumés militants islamistes Shebab. Ils ont en outre partiellement détruit un pylône de télécommunications et mis en feu un poste de police, a-t-on appris ce source policière ce lundi. Reportage. Vers 2h ce lundi, soit 23h GMT ce dimanche, de présumés miliciens Shebab armés ont attaqué l'école primaire de Kamouté
Le poste de police de Kamoté, un pylône de télécommunications, et tué 3 enseignants, a indiqué la police kenyane dans un communiqué. Kamoté est situé à 40 km au sud de la ville de Garissa, dans le sud-est du Kenya. 3 enseignants qui ne sont pas de la région ont été tués et un enseignant du coin a été enlevé. Ils ont épargné une infirmière de la région en raison de son sexe, précise un rapport de police que s'est procuré l'agence France-Presse. Depuis le début de l'année, les Chebabs ont intensifié leur attaque dans l'est du Kenya, à proximité de la frontière avec la Somalie, et la police kenyane est en état d'alerte maximale. Le 5 janvier, des combattants Chebabs ont attaqué une base militaire américano-kenyane à Lamon, située au sud-est, tuant 3 Américains, 1 militaire et 2 sous-traitants du Pentagone et détruisant plusieurs avions. 2 jours plus tard, ils ont tué 4 civils, dont un enfant dans une école primaire à Sareto, à 25 km du camp de réfugiés de Dadaab, près de Garissa, en attaquant déjà un pylône de communication. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011, pour lutter contre les Chebabs, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux du centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013, occasionnant 67 morts, et de l'université de Garissa en avril 2015, occasionnant 148 morts. La plus récente, menée en janvier 2019 par les Chebabs, d'origine kenyane, contre un complexe de Nairobi regroupant l'hôtel du site et des bureaux, a fait 21 morts. 89 soldats nigériens ont été tués jeudi dans l'attaque du camp militaire de Chinegodar dans l'ouest de la frontière malienne. C'est ce qu'a annoncé dimanche le porte-parole du gouvernement sur les médias publics. Le précédent bilan annoncé jeudi faisait état de la mort de 25 soldats et 63 terroristes. Un deuil national de 112 heures a été décrété à partir de lundi, précise le communiqué. La riposte avec l'appui aérien combiné de l'armée de l'air nigérienne et des forces alliées a permis de mettre l'ennemi en déroute hors de nos frontières. Après ratissage, le bilan se présente de la façon suivante. Côté ami, 89 morts. Côté ennemi, 77 morts. Cette attaque, la pire subie au Niger depuis le regain des actions djihadistes en 2015, est survenue un mois après celle d'Inates, le 10 décembre dernier, dans la même région de Tillabéri, qui avait coûté la vie à 111 soldats. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et le gouvernement adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles des membres des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. Souhaite un propre rétablissement aux blessés. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance, de sérénité et d'unité et réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le terrorisme jusqu'à la victoire finale. Ce nouveau bilan est annoncé à la veille du sommet de Pau dans le sud-ouest de la France qui réunit à l'initiative du président français Emmanuel Macron les chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, pour renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés sur la zone et mobiliser les alliés européens. Signature dimanche d'un accord dans le cadre de la paix au Mali. 2 organisations armées maliennes se sont accordées pour tenter de restaurer la sécurité dans la ville de Ménaka et environ. Il s'agit d'un foyer de violence meurtrière de tout genre dans le pays. Reportage. Au Mali, la ville de Ménaka et sa région font partie des vastes zones qui échappent largement au contrôle d'un pouvoir central. Les violences y sont multiformes, djihadistes, intercommunautaires. À cela s'ajoutent les rivalités entre groupes armés. À présent, une initiative fait naître de l'espoir. 2 des mouvements qui sont implantés dans la zone ont signé dimanche à Ménaka un accord rendu public.
Cette signature entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger est intervenue à la veille d'une réunion entre le président français Emmanuel Macron et 5 homologues des pays du Sahel, dont le Mali, autour de la dégradation sécuritaire et la propagation djihadiste et autour de la présence militaire française dans la région. La CMA et la plateforme conviennent de la cessation totale et immédiate de tout acte hostile et de la protection des personnes et de leurs biens dans les zones sous leur contrôle. Elles s'interdisent toute forme de violence et d'extorsion de biens en raison de l'appartenance politique ou ethnique. Les deux organisations s'entendent également pour contrôler la circulation des armes, instaurer des patrouilles mixtes et créer ou rouvrir des postes de contrôle. Aussi ont-elles convenu de traduire en justice les criminels, de remettre ceux issus de leur rang et de mettre en place un organisme de justice incluant les mécanismes traditionnels de gestion de conflits. Elles s'engagent à œuvrer au retour de nombreuses personnes déplacées par le conflit et à celui des ONG dont elles assureraient la sécurité. La CMA est une alliance à dominante touareg d'anciens groupes rebelles. La plateforme est composée de groupes armés pro-gouvernementaux. Toutes deux sont signataires de l'accord de paix d'Alger de 2015. En Guinée, le gouvernement a adressé une vigoureuse mise en garde à l'opposition. Cette dernière appelle à une mobilisation massive à partir de ce lundi pour faire barrage au projet prêté au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat fin 2020. Reportage. La contestation, plusieurs fois durement réprimée, a causé depuis mi-octobre la mort d'au moins 25 civils et 1 gendarme. Le Front national de défense de la Constitution FNDC, le collectif de partis, de syndicats et de membres de la société civile qui mènent la protestation, a appelé à partir de lundi à une mobilisation massive et illimitée qui fait craindre de nouvelles violences. Le FNDC proclame le caractère pacifique de son action. Mais dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche, le gouvernement accuse une partie des leaders de l'opposition de chercher à plonger la Guinée dans le désordre. La puissance publique s'exercera dans toute sa rigueur envers ceux qui veulent troubler l'ordre public et nier aux autres Guinéens le libre exercice de leurs droits fondamentaux, accuse-t-il en invoquant en particulier le risque de perturbation des activités économiques. Le gouvernement avait déjà invoqué le trouble à l'ordre public et l'absence de permis de manifestation pour réprimer durement les premiers rassemblements à partir d'octobre. Il avait ensuite autorisé les manifestations sous condition sans que les violences cessent complètement. L'opposition est convaincue que le chef de l'État, élu en 2010 et réélu en 2015, entend se représenter fin 2020, alors que la Constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Elle a été confortée dans ses craintes en décembre quand Condé, 81 ans, a indiqué qu'il comptait soumettre aux Guinéens un projet de nouvelle constitution, même s'il ne s'est pas exprimé sur ses intentions personnelles. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très...